Notre invité du jour, Jean-François Faure, président fondateur de Veracash, une fintech qui propose une monnaie complémentaire basée sur l'or. Bonjour Jean-François. Bonjour. Alors avec vous ce matin, on revient sur les 10 ans de la crise, la situation actuelle et améliorée, on l'espère, du système bancaire international. On fera aussi un point sur les crypto-monnaies et sur l'épargne résiliente. Mais pour commencer, on vient de fêter le triste anniversaire des 10 ans de la faillite de Lehman Brothers. Est-ce que aujourd'hui, on est à l'abri de ce type d'événement? Alors déjà, je ne suis pas certain qu'il faille vraiment le fêter, mais en tout état de cause, c'est vraiment un moment qui a été marquant et qui doit marquer. C'est un peu comme le 11 septembre, et tout le monde se souvient à peu près de ce qu'il a fait à ce moment-là. Et beaucoup de personnes se sont retrouvées impactées directement ou indirectement par cet événement. Après, la problématique, c'est que globalement, les remèdes que l'on a mis en œuvre, pour la plupart, sont souvent le socle des prochaines crises que l'on pourrait connaître. Donc, quelque part, on a voulu préserver un système qui est très efficace, très complexe. Est-ce que quelque part, il n'aurait pas été préférable de mettre en place quelque chose peut-être de moins complexe, mais peut-être de plus pluriel? Vous voyez, aujourd'hui c'est le contraire, c'est plutôt des grosses banques, les petits acteurs ont plutôt tendance à disparaître ou se marginaliser. Donc aujourd'hui notre système financier et bancaire, c'est un petit peu l'équivalent d'une forêt de pins, tout se ressemble, tout est imbriqué et la moindre étincelle pourrait enflammer l'ensemble. Donc, voilà. Mais est-ce que les progrès qui ont été réalisés, quand même, il y a eu des progrès, des améliorations en termes de sécurité, de solvabilité, de liquidité, ça signifie qu'ils sont insuffisants, ces progrès? Alors ces progrès sont énormes si on prend le cas strict des banques, puisque aujourd'hui les fonds propres sont renforcés, les modèles économiques sont peut-être mieux maîtrisés et se retrouvent être un peu moins potentiellement en danger par rapport à des produits tels qu'on a pu les connaître par le passé. Mais pour autant l'ensemble devient extrêmement complexe. Alors c'est vrai qu'on a créé des chambres de compensation, mais rien ne dit que la prochaine crise n'affecterait pas une chambre de compensation. On a une union bancaire qui supervise le monde bancaire. Pour autant, les banques de dépôt ne sont pas nécessairement touchées. Donc moi, j'ai plus l'impression aussi que les États ont grillé leur dernière cartouche dans la période 2008-2011. Donc ce qui fait que les dettes d'État d'un côté se sont renforcées pour aider les fonds propres des banques. Donc voilà, on peut être sur un système où on sera en train d'installer les dominos. Peut-être que pris individuellement, chaque domino est très beau, très fort. Pour autant, il y en a un juste derrière qui n'attend que de le pousser pour peut-être le faire tomber. Donc, c'est aussi le risque de la globalisation, ça. Oui, certainement, et c'est peut-être d'ailleurs ça qui nous touche aussi. Je prends l'exemple ne serait-ce que des États-Unis, où aujourd'hui peut-être que les banques européennes par rapport aux banques américaines, et ça c'est peut-être une nouveauté depuis ces 10 ans, c'est qu'on est presque entre guillemets colonisé. Aujourd'hui vous êtes une banque européenne, française, vous allez avoir des comptes à rendre par rapport à ce que vous pouvez faire par exemple avec l'Iran. Enfin, moi personnellement ça me choque. Là justement, il me semble qu'à l'étude, il y a justement un moyen en tout cas qu'essaye de mettre en place la France et d'autres nations pour contourner cet embargo. Oui, alors en fait là on touche à quelque chose finalement qui est le shadow banking, qui est finalement un petit peu ce que vous mettez en place quand vous avez trop de contraintes. Vous savez, imaginez, vous êtes un enfant, on vous interdit de tout faire, vous allez être créatif et vous allez inventer des choses qui vous permettent de contourner les règles établies, que ça soit de manière bienveillante ou un petit peu moins. C'est quoi ce shadow banking? Le shadow banking, c'est un système financier qui passe sous les oui, voilà. Alors, régulations, mais est-ce que c'est pas un peu un compartiment fourre-tout où on mélange les hedge funds, les fonds d'investissement, oui, la titrisation? Oui, alors c'est un petit peu ça, parce que en fait c'est la finance parallèle, en fait la finance qui ne rentre pas dans le bilan des banques. Alors ça ne veut pas dire que c'est illégal. Le shadow banking, ça peut aussi bien être les banques d'affaires que des garanties de crédit, la facturage, mais même le crowdfunding, et on peut même imaginer que sinon on travaillait avec les banques, Veracash serait un élément du shadow banking. Mais aujourd'hui ça représente quand même 100 000
000 milliards, c'est un quart des actifs financiers mondiaux et c'est 3 fois le shadow banking qui existait en 2008. Donc voilà, on est là encore sur un système toujours imbriqué et où les choses qui peuvent être un petit peu compliquées et que les banques ne veulent pas rentrer dans leur bilan a été reporté en fait à l'extérieur. Donc si un maillon saute, et là sur le coup comme en 2008, là aussi ça peut entraîner tout le risque. Et alors d'où viendrait le risque de défaillance du système financier de ce shadow banking et quelle zone géographique serait la plus touchée, ou en tout cas de quelle zone géographique il faut craindre le plus grand danger? Alors personnellement, je ne pense pas que ça partira du shadow banking, mais ça sera un des éléments amplifiants ou accélérants. Personnellement, je pense qu'aujourd'hui, si quelque chose devait s'enflammer, ça partirait plutôt des sociétés tech américaines qui aujourd'hui sont extrêmement valorisées en bourse par rapport à leur valeur intrinsèque. Donc là, et c'est normal, il y aura un ajustement. La problématique, c'est à quel moment tomberait cet ajustement. Si vous avez l'équivalent d'une crise, celle des startups Internet 2000, sachant qu'aujourd'hui, la valeur ou la taille, c'est x10. Et ce ne sont pas des fintech qui sont hors sol, elles sont totalement intégrées dans notre quotidien. On a tous un appareil Apple, on utilise Google, etc. Donc c'est notre quotidien. Donc si ça, il y a un ajustement, il va toucher ce qui est aujourd'hui en fragilité. Qu'est-ce qui est en fragilité? Déjà, l'Europe, qu'est-ce qu'on a en Europe? On a toujours donc ces dettes d'État qui sont conséquentes pour avoir aidé il y a une dizaine d'années le système bancaire. Donc là, il y a une véritable fragilité. On a l'Italie. L'Italie qui est un petit peu sous perfusion et si son système bancaire s'effondre, on se retrouve à avoir ce que l'on a connu en Grèce mais à l'échelle de l'Italie et ce n'est plus du tout la même histoire. Et puis on a tout simplement là dans quelques mois le Brexit et aujourd'hui aucun dirigeant n'est capable d'expliquer ce qu'ils vont finalement faire ou organiser pour la mise en œuvre du Brexit en 2019. Donc, dire que les tensions sont au maximum ce matin entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Tout à fait. Donc là, on est dans peut-être une logique d'effet ciseau, voulant dire que, comme on a déjà grillé nos cartouches en 2008, si on veut résoudre aujourd'hui des problématiques de banque, et de toute manière, on réglerait les problèmes des banques, c'est-à-dire qu'on ne laisserait pas une Deutsche Bank faire faillite, par exemple. Donc forcément, on injecterait des liquidités qu'on serait obligé d'émettre de manière massive, et là, on retrouverait peut-être quelque chose qu'on n'avait pas connu depuis des dizaines et des dizaines d'années, que serait une inflation importante. Et alors, vous dites que le danger viendrait des sociétés tech. Vous ne pensez pas que le danger puisse venir des crypto-monnaies et des piratages observés sur nombre de plateformes, notamment asiatiques? Ouais, alors les crypto-monnaies, bon, on peut tous avoir des avis divergents sur le sujet et de manière absolument légitime. En tout état de cause, les cryptos sont quand même nés de la crise justement de Lehman il y a une dizaine d'années et notamment le créateur du Bitcoin qu'on ne connaît toujours pas dans son livre blanc avait clairement expliqué qu'il il créait le Bitcoin justement pour répondre à cette problématique de manipulation, à ces problématiques de problématiques de confiance vis-à-vis d'un système financier où finalement tout repose sur les épaules de quelques dizaines d'acteurs. Et donc en créant le Bitcoin adossé à une blockchain, tout le monde devient responsable de l'intégrité de l'ensemble. Alors vous parliez des plateformes de crypto asiatiques ou autres. Hein. Je vais prendre un exemple. Imaginez que la plus connue Coinbase soit piratée. Ça peut arriver puisque c'est un système informatique. Si elle est piratée, ça ne veut pas dire que ça remet en cause la blockchain. C'est juste qu'un acteur qui interagit avec cette blockchain, lui, se retrouverait piraté. Donc il se passe quoi? Le Bitcoin perd 50%. Mais aujourd'hui, les crypto-monnaies, ça reste quand même si on en parle beaucoup dans les médias, mais dans la valeur ça reste marginal, c'est-à-dire que par rapport aux devises, on est dans un rapport de 1 à 1000, même par rapport à l'or, on est dans un rapport de 1 à 10, alors que l'or c'est une seule matière, les cryptos c'est un ensemble énorme aujourd'hui de crypto-monnaies, donc voilà, et puis c'est en silo, c'est-à-dire que les régulations actuelles, sur le coup qui n'existent pas, ou peu, font que les cryptos sont de leur côté, l'industrie classique de la finance est de l'autre, donc si une s'effondre,
l'autre ne devrait pas trop bouger. Bon. Alors si une nouvelle crise est imminente, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut retirer son argent de la banque, vendre ses assurances-vie, ses actions? Bon, alors, une crise, il va en arriver une, et l'image que je prends, c'est un petit peu comme par rapport à la vitesse sur la route. Si vous imposez du 0 km/h, vous aurez 0 accident. Donc vous faites disparaître la finance, il n'y aura pas de crise. La crise est liée à l'industrie de la finance, mais on n'a pas envie de revenir au Moyen-Âge. Donc il n'est pas question de s'enterrer. Par contre, est-ce qu'il est nécessaire d'avoir sur un compte bancaire plus que ce dont on a besoin de manière courante? Est-ce qu'on a besoin, en étant français, de faire un petit peu tapis dans l'assurance vie? Et ça, c'est un petit peu une exception française. Je n'en suis pas certain parce que sur le coup, on est à l'encontre de l'adage habituel qui veut dire de ne pas tout mettre ses œufs dans le même panier. Est-ce qu'il y a des placements sans risque ou le risque est nul dans ce cas de figure? Alors le risque nul n'existe pas. Voilà, ça c'est une certitude. Après, ce que l'on sait, et pour parler spécifiquement de la crise, c'est que par exemple l'or, lui, a montré des vraies capacités justement à passer ce genre de cap. Mais là encore, il ne faut pas confondre épargne avec assurance, et sur le coup l'or est peut-être plus dans une logique d'assurance du reste de son épargne. Donc par exemple, le fait d'avoir une assurance incendie ne va pas vous empêcher d'avoir votre maison qui brûle. Donc l'or n'empêchera pas une crise. Par contre, il pourra aider à passer plus facilement le cap difficile. Merci beaucoup Jean-François Faure, président fondateur de Veracash.